Bonjour à toutes et à tous qui êtes là ou qui nous suivez du coup en ligne ou qui vont nous regarder en replay. Je vais faire court puisqu'on doit s'engager à partir à 17 heures. Donc je vais essayer de tenir cette présentation en moins de 7 minutes puisque j'ai encore un collègue derrière moi. Très rapidement, l'enjeu aujourd'hui de cette intervention de notre part, je suis secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po et par ailleurs enseignant spécialisé sur les enjeux polaires où on parle beaucoup d'eau, de fait, d'eau glacée, mais aussi sur l'hydrogène où on parle beaucoup d'eau liquide puisqu'on va se servir de cette eau a priori dans le monde pour pouvoir produire de l'énergie ou en tout cas on va s'en servir comme vecteur électrique. Alors pour ceux qui ne voient pas exactement de quoi on parle quand on parle d'hydrogène et pourquoi c'est important dans les zones non interconnectées que sont nos Outre-mer pour la plupart évidemment, c'est tout simplement l'idée suivante. L'idée de l'hydrogène, c'est que c'est un vecteur énergétique. L'idée, c'est que vous allez le produire à partir d'une source d'énergie qui existait avant, donc ça peut être des énergies fossiles, mais on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et ça peut être évidemment de la biomasse, typiquement ça peut être de la bagasse dans beaucoup de nos territoires, et ça peut être évidemment aussi à partir tout simplement d'énergies renouvelables, type éolien, type géothermie, si vous pensez à la Guadeloupe, etc. etc. Donc quoi avons-nous besoin? On a besoin d'une source d'énergie renouvelable, puis ensuite on a besoin d'un électrolyseur qui est une machine plus ou moins grande en fonction des besoins, mais qui a tendance à être de plus en plus miniaturisée aujourd'hui et flexible, qui permet tout simplement de prendre de l'eau, et l'eau évidemment il faut la déminéraliser, même si un certain nombre de procédés souhaitent utiliser, d'industriels, souhaitent utiliser évidemment de l'eau qui vient de la mer, par exemple, avec des procédés de rejet et de management de la saumure qu'on a évoqué tout à l'heure. Bref, je ne rentre pas dans ce détail-là, juste par manque de temps. Donc fondamentalement, on va avoir de l'eau, et dans cette eau, on va faire passer un courant électrique issu donc des énergies renouvelables qui sont précédentes. Et donc de fait, avec ce courant électrique, la molécule d'eau va se casser. On va avoir de l'hydrogène d'un côté. Je vous rappelle, la molécule d'eau, c'est H2O, si vous l'avez oublié depuis les cours de SVT. C'est du coup deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qu'on va donc séparer. Et notre enjeu, il est le suivant. C'est qu'effectivement, plus on peut imaginer d'électrolyse de cette eau un peu partout dans le monde, parce qu'effectivement, il y a des territoires où on peut avoir beaucoup d'énergie renouvelable, que ce soit pour de l'éolien, que ce soit de la géothermie, que ce soit de l'énergie thermique des mers, ou que ce soit évidemment de l'hydroélectricité, j'en passe et des meilleurs, et bien tout simplement, on va avoir besoin d'eau pour faire fonctionner ce process-là. Donc, quand on parle de l'hydrogène aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le plan de relance, évidemment, vous l'avez peut-être vu même dans France 2030 ensuite, et vous en avez peut-être entendu parler au niveau européen, puisque la stratégie européenne de l'hydrogène, qui touche évidemment les RUP, les régions ultrapériphériques, est sortie en juillet 2020, et bien tout simplement, vous allez voir que cet hydrogène vert est très important. Parce que l'idée, c'est tout simplement de se dire que grâce à cet hydrogène vert, on va peut-être tendre vers une géopolitique de l'énergie où un territoire comme l'Europe pourra retrouver une forme d'indépendance ou en tout cas d'autonomie énergétique, premièrement. Et deuxièmement, on peut parler du nucléaire aussi si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème là-dessus, je n'ai pas de tabou. Mais donc l'Europe va peut-être... Pas dans les DOM en tout cas pour l'instant. Pas dans les DOM, effectivement. Mais ceci dit, vous seriez surpris de voir comment, par exemple, nos amis russes, si pour autant que ce sont nos amis, cherchent justement à nous vendre, par exemple, des sollicitations, des possibilités d'installation donc de plateformes nucléaires flottantes de petite taille pour nos territoires insulaires. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, notre point, il est le suivant, c'est que grâce à cet hydrogène, on peut imaginer peut-être donc un changement de la géopolitique de l'énergie où des territoires dépourvus de pétrole ou de gaz, comme par exemple l'Union européenne, pourraient se retrouver avec plus d'autonomie stratégique. Et la grande question qui, justement, occupe le cœur de mes recherches, c'est est-ce que effectivement on va vers une géopolitique de l'énergie qui reste centralisée avec des grands pays producteurs d'hydrogène à bas coût, parce qu'ils ont des gisements incroyables, parce qu'ils ont beaucoup de terrain, parce qu'ils ont beaucoup de potentiel, etc. Ou alors, est-ce qu'on va arriver à une géopolitique de l'énergie décentralisée où on va favoriser dans une logique politique, même si ça coûte plus cher, une production locale plutôt que des importations venant de pays extérieurs. Et donc, dans cette logique de centralisation versus décentralisation potentielle de l'énergie, à laquelle je n'ai évidemment pas de réponse, et celui ou celle qui a une réponse, eh bien tant mieux, elle va gagner au loto, elle a les Madame Irma, ou elle a peut-être des boules de cristal, et tant mieux pour il ou elle, et bien fondamentalement, par rapport à cette question-là, sur les Outre-mer, on a un sujet clé qui est tout simplement, est-ce qu'il existe aujourd'hui une stratégie des territoires ultramarins pour se développer sur ce sujet? Et est-ce que ça a une conséquence sur les risques potentiels en termes de risques hydriques?
Alors là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu que dans les Outre-mer français, il y avait de très nombreuses premières mondiales qui ont été réalisées ces dernières années, soit d'un point de vue technologique pur, soit d'un point de vue même d'une chaîne de valeur locale. On peut penser évidemment à la centrale que Hydrogène de France essaye de développer dans l'ouest guyanais. On peut penser à la Sara, qui a été évoquée par mon collègue Murigneux à l'instant même en Martinique. On peut penser au projet autour évidemment de Bouillante en Guadeloupe. On peut imaginer ce qui se passe par exemple aux îles Glorieuses, histoire de parler aussi de territoires non habités. On peut imaginer évidemment ce qui s'est passé à La Réunion, notamment dans les cirques, à Mafate en particulier, ou encore en Polynésie ou en Antarctique. Pourquoi je fais tout ce préambule ? Eh bien tout simplement pour vous dire que même si on a aujourd'hui beaucoup de potentiel, ce qui est certain, c'est que cette question de l'eau va être absolument déterminante. Pourquoi ? Parce que si vous voulez avoir de l'hydrogène renouvelable, ou de l'hydrogène en tout cas bas carbone, il vous faudra soit faire du reformage de la biomasse, ce qui est tout à fait envisageable, mais pour faire 1 kg d'hydrogène à partir de reformage de la biomasse, ça va nous demander au-delà de 30 kg d'eau au départ, donc 1 pour 30, et 30 pour 1, pardon. Et si on veut faire de l'électrolyse, donc à partir d'une source d'énergie renouvelable, en fonction du type d'électrolyseur que vous allez utiliser, par exemple un électrolyseur de première ou deuxième génération va vous demander entre 15 et 20 kg d'eau pour 1 kg d'hydrogène. Et si vous prenez les nouvelles générations, par exemple les électrolyseurs à haute température à oxyde solide, qui sont notamment en développement en France, mais pas que, on pourrait diviser peut-être par 2 ce potentiel. Donc c'est-à-dire arriver à 8 ou 9 kg d'eau pour la production de 1 kg d'hydrogène. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, notre sujet, est-ce qu'il est véritablement là ? Alors, oui et non, dans le sens où, typiquement, dans l'Union européenne, quand on dit qu'à l'horizon 2030, la stratégie européenne va consister à produire 10 millions de tonnes d'hydrogène vert dans l'Union européenne, quand on se dit que ça va nécessiter, admettons, entre 89 millions de tonnes et peut-être 180 ou 200 millions de tonnes d'eau déminéralisée, eh bien, de fait, on est sur un pourcentage vraiment extrêmement faible des capacités, tout simplement, des ressources d'eau au niveau de l'Union européenne. Ça pose strictement aucun problème, puisqu'on se parle donc de 0,0050% des capacités donc d'existant d'eau douce dans l'Union européenne, allant jusqu'à peut-être 0,01%, du coup des capacités européennes. Donc au niveau du continent européen, il n'y a pas vraiment de problème. En revanche, dans nos territoires ultramarins, il y a une véritable question. Puisqu'il y a des territoires comme la Guyane qui, effectivement, n'auront pas de problème. Il y a des territoires comme l'île de Tahiti, pas la Polynésie, mais l'île de Tahiti, qui n'auront pas de problème non plus. Parce qu'évidemment, l'hydroélectricité, par exemple, est très développée. Les ressources hydriques pourraient tout à fait être développées encore plus pour faire de l'électricité et pourquoi pas de l'hydrogène. En revanche, sur des territoires à multi-insularité, ou sur des territoires qui aujourd'hui sont dépourvus de ce type d'infrastructure, là, pour le coup, on peut avoir un véritable sujet. Et du coup, se pose la question qui a été évoquée aussi par mon collègue Murigneux, comme quoi c'est parfait, merci aux organisateurs de nous avoir mis l'un après l'autre. L'enjeu de la désalinisation devient absolument clé pour les territoires les plus dépourvus. Et là où on a un intérêt, et je vais conclure en 2 phrases, rassurez-vous, c'est qu'aujourd'hui, le coût moyen de désalinisation dans le monde, il est de moins de 1 euro par mètre cube d'eau. Moins de 1 euro par mètre cube d'eau, le coût moyen dans le monde de désalinisation. Donc aujourd'hui, la contribution de ce coût de la désalinisation pour produire 1 kg d'hydrogène sur une chaîne de valeur, disons même non optimale, aujourd'hui, ça ne sera pas plus que 1 centime d'euro par kilo d'hydrogène produit. J'ai bien dit 1 centime d'euro. Ce n'est pas une erreur. Donc fondamentalement, ce n'est pas véritablement un sujet. Donc, vous allez me dire pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que, de fait, s'il n'y a pas de risque hydrique, ou en tout cas de risque d'aggravation massive des stress hydriques en l'état, on peut tout à fait imaginer en revanche un risque sociétal. Et du coup, j'arrive à la suite de notre collègue Julie Trottier. Effectivement, on a un sujet en termes de représentation socio-technique par rapport à tous ces enjeux. Et donc c'est là ma conclusion. En cas d'investissement massif sur l'hydrogène vert à partir d'électrolyse de l'eau dans les Outre-mer, il y a un risque fondamental d'incompréhension au niveau des populations locales dans les territoires qui vont nécessiter soit de la désalinisation, mais même ceux qui vont nécessiter donc une forme d'appropriation quelque part des ressources en eau locales. Et cette incompréhension, elle est sur 3 points. Une incompréhension sur le fait qu'il pourrait y avoir des investissements massifs dans des infrastructures nouvelles pour l'hydrogène, alors même qu'il y a un manque d'investissement massif dans l'existant pour l'eau. Ça, c'est le premier élément clé. Et ça a été évoqué notamment par rapport à la Guadeloupe tout à l'heure.
Le deuxième sujet, c'est le besoin de développement ou de réparation de l'existant qui est précédent, qui doit arriver d'abord, et c'est ma dernière phrase, pour les populations. Et le troisième point, donc ma vraie dernière phrase, pardon, c'est évidemment dans l'enjeu de la représentation socio-technique de certaines populations, et en particulier de certaines populations autochtones qui disposent de beaucoup de ressources en eau, on peut voir émerger, observer, on ne le voit pas encore, mais ça viendra peut-être, un sentiment d'appropriation de ces ressources naturelles encore plus fondamental, l'eau, encore plus fondamentale pour la vie, que les hydrocarbures ou le minerai l'a été dans le passé ou dans le présent. Donc fondamentalement, en tant que petit-fils de distillateur de Marie-Galante, moi je vote pour le rhum de Guadeloupe, évidemment, mais pour ce qui est de l'hydrogène... Je censure tout ce qui concerne le rhum. Mais pour ce qui est de l'hydrogène, je vous invite, quel que soit le territoire, à vraiment faire attention, à savoir à équilibrer l'investissement dans l'existant et l'investissement dans le nouveau. Merci.